Il se dérobe, s'exploite, se craquelle, s'épuise ou nourrit. Il est la mémoire vive du passage de nos civilisations, là où on y découvre l'empreinte de l'histoire de l'humanité. C'est le sol. Il semble statique, solide, éternel, imperturbable, comparé aux gesticulations des hommes qui le foulent, et pourtant. Face à ces rochers, on peut se poser des questions sur la formation de ce relief que constituent les Alpilles. Cette formation résulte de deux phénomènes principaux. Un premier phénomène de plissement des roches qui est lié à la formation des Pyrénées, qui ont créé des plis donc, qui ont atteint la Provence et qui ont créé des premiers reliefs. Ça s'est produit entre 80 et 40 millions d'années. Et puis dans un deuxième temps, nous avons eu une deuxième phase qui ont créé des nouveaux plis, et cette fois c'est dû à la formation des Alpes, qui ont créé donc des plis qui se sont ajoutés aux premiers plis qui avaient été créés par la formation des Pyrénées. Et donc on a obtenu les reliefs que l'on observe aujourd'hui dans la région, notamment le massif des Alpilles. Ah Julia, coucou! Ah bah Fabrice, vous êtes là! Mais oui! Je vous rejoins, bougez pas. Alors, c'est un peu difficile, heureusement que j'ai changé de chaussures. C'est très bien de changer les chaussures, il faut avoir des chaussures adaptées pour venir en carrière, c'est obligatoire. Fabrice, ici, c'est gigantesque, c'est immense. Alors, c'est tellement blanc que j'y vois rien, je vais remettre mes lunettes. Où est-ce qu'on est? Alors on se trouve dans la grande carrière d'Urgonne qui exploite le calcaire urgonien. Alors, qu'est-ce que le calcaire urgonien? Alors le calcaire urgonien, c'est une roche qui correspond à un moment particulier de l'histoire de la Terre, une roche qui contient de nombreux fossiles d'animaux qui en fait étaient des animaux marins. Donc ça indique qu'à l'époque où ces animaux étaient vivants, ici on se trouvait dans la mer, une mer sous un climat plutôt subtropical, c'est-à-dire beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et à une profondeur entre 0 et 10 mètres, donc des milieux peu profonds. Et alors, vous savez tout ça en lisant comme les arbres, les strates en fait, les couches superposées? Alors tout à fait, en étudiant les couches, les strates de roche, les couches de roche, et en étudiant surtout les fossiles qu'ils contiennent, on peut reconstituer l'environnement passé, les paléo-environnements, et comprendre quel était le paysage au moment où ces fossiles étaient vivants. Vous avez des exemples de ces fossiles? Oui, alors là vous en avez dans la roche qui sont pas encore dégagés, mais quand on les dégage, voilà à quoi cela ressemble. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, celui-ci c'est le plus emblématique on va dire. Alors qu'est-ce que c'était comme animal quand c'était vivant? C'était un animal donc marin, et c'est un animal qui avait une coquille en deux parties, qui avait une partie spiralée, une partie qui faisait un peu comme un opercule, comme un couvercle, et c'était des animaux en fait qui ressemblaient un peu aux huîtres. J'allais dire au bulot, mais... Non, ce n'étaient pas des gastéropodes, ce sont des bivalves, donc ça fait partie du groupe des huîtres. Et c'est des animaux par contre qu'on appelle les rudistes, et c'est des animaux qui n'existent plus aujourd'hui dans le monde actuel. Là, on parle d'animaux qui ont disparu, mais est-ce qu'il y a des animaux qui reviennent après qu'on ait exploité toutes les pierres? Alors ça, c'est actuellement, une fois que l'exploitation est terminée, ou du moins au fur et à mesure que l'exploitation avance, les parties qui ne sont plus exploitées sont réhabilitées. Et là, vous avez toute une biodiversité qui s'installe à nouveau, après la réhabilitation. Donc la végétation pousse, et puis vous avez toute une biodiversité nouvelle qui s'installe avec des reptiles, des batraciens quand il y a de l'eau, des oiseaux. Je veux voir. Alors si vous voulez voir un exemple, on peut aller en voir un de ce pas. C'est pas trop loin d'ici. Eh bien, je vous suis. Allez, on y va. Bon, il me semble qu'on a quitté les parties les plus dangereuses de la carrière. On peut donc se déshabiller? On peut. Allez. Juste le gilet et le casque, pas en entier. Oui, il vaut mieux.
C'est le printemps, mais du coup, vu que je vous ai encore un peu avec moi, je peux vous poser quelques questions encore? Mais volontiers. Ici, c'est un décor qui est totalement différent de celui qu'on vient de voir, la carrière de tout à l'heure. Mais en fait, il y a 25 ans, c'était tout pareil. Tout à fait, il y a 25 ans, c'était donc exploité. C'était comme on vient de voir. Et après, quand une zone est finie d'exploiter, l'exploitant réhabilite la carrière, c'est-à-dire qu'il réaménage, il ramène notamment de la terre pour permettre à la végétation de repartir. Et là, on voit que la végétation a repoussé, notamment il y a les genêts d'Espagne, il y a les petits pins qui poussent. Et donc toute la faune qui avait disparu peut réoccuper le milieu, et ça c'est assez extraordinaire parce qu'on a du coup une biodiversité qui se développe assez importante, puisque sur le site nous avons des insectes, beaucoup d'insectes, nous avons des batraciens là où il y a des points d'eau, nous avons également des reptiles, plusieurs espèces de reptiles. Et il paraît justement qu'il y en a un en particulier qui est très important ici. Oui, alors c'est le lézard ocellé. Le lézard ocellé, c'est le plus grand lézard que l'on ait en France. C'est une espèce qui est menacée, qui est protégée. C'est une espèce qui, à l'âge adulte, peut atteindre 60 cm de long. Et qui a de belles couleurs. Qui a de belles couleurs vertes et des ocelles bleus sur les flancs. D'où le des nom. taches blanches, d'où le nom de lézard ocellé, effectivement. Ouais. Et j'ai même vu qu'en bas, il y avait des petits monticules de pierre pour favoriser leur retour et leur développement. Mais il n'y a pas que des reptiles ici. Il y a aussi des animaux à plumes. Bien sûr, il y a les oiseaux, ouais, il y a divers types d'oiseaux qui viennent soit picorer les graines, soit s'abreuver dans les zones où il y a de l'eau, ou même certains comme les rapaces qui viennent chasser, soit les insectes, enfin plutôt d'ailleurs les reptiles, qui viennent donc pour se nourrir. Il y a des rapaces en particulier, un aigle, non? Alors sur les Alpilles, on a bien sûr une espèce qui est emblématique, comme dans la région en général, c'est l'aigle de Bonelli. Dans le massif des Alpilles, on a la chance d'avoir 4 couples d'aigles de Bonelli, dont un couple qui est sur le secteur d'Orgon, puisque l'aigle en fait de Bonelli est une espèce sédentaire, donc elle est là à l'année. Il reste sur un petit territoire en fait. Chaque famille, on va dire chaque couple a son territoire. Hein. On a la chance de voir de temps à autre l'aigle de Bonelli passer. On peut le voir où? Alors on peut le voir dans le massif, sur le plateau, on peut le voir autour d'Orgon, sur Orgon même, hein, puisqu'il loge principalement dans les falaises, où il peut se reproduire, nicher et se reproduire. Donc c'est un oiseau qui est très lié aux falaises, et c'est justement parce que derrière on a une histoire géologique qui a créé des falaises que l'on a ces espèces-là qui peuvent vivre aujourd'hui sur le territoire. C'est fantastique. Bah, écoutez, moi j'ai vraiment envie de les voir, ces aigles. Alors vous m'avez dit par là? Par là. Eh bien écoutez, tenez, je vous donne ça. Merci bien. J'y vais. Allez-y. Merci pour tout en tout cas. Merci à vous. Au revoir. La mer venait jusqu'ici. Elle s'est retirée, mais alors jusqu'où? Pour le découvrir, prenez votre envol et venez avec moi.